Ces mots résonnent encore dans ma tête, 53 ans plus tard, comme un écho qui refuse de s'estomper. 53 ans que je porte ce secret, cette douleur, cette rage silencieuse qui m'a consumé de l'intérieur. Aujourd'hui, à 72 ans, je trouve enfin le courage de raconter mon histoire, non pas pour chercher la pitié, mais pour libérer cette vérité qui m'étouffait depuis si longtemps. Tout a commencé en 1970, dans un petit village des Pyrénées où le temps semblait s'être arrêté au siècle précédent. J'étais Céleste Dubois, fille unique d'une famille de paysans modestes. Mes parents, Marie et Henri, travaillaient dur sur leurs quelques hectares de terre rocailleuse. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais nous vivions dignement, entourés de l'amour simple et sincère de nos proches. J'étais une jeune fille rêveuse, passionnée de lecture. Chaque soir, après avoir aidé ma mère aux tâches ménagères et soigné nos quelques animaux, je me plongeais dans les livres que m'apportait parfois l'instituteur du village. Victor Hugo, George Sand, Balzac, ces auteurs m'emmenaient loin de notre petite vallée, vers des mondes où tout semblait possible. Je rêvais de Paris, de voyages, d'études peut-être. Mes parents, bien qu'illettrés, encourageaient cette passion. L'instruction, c'est la seule richesse qu'on ne peut pas te voler, me disait souvent mon père. Mais les rêves d'une jeune paysanne de 19 ans ne pesaient pas lourd face aux traditions ancestrales et aux nécessités économiques. Quand Auguste Moreau, notable du village et propriétaire de la plus grande ferme des environs, demanda ma main, mes parents ne purent refuser. Auguste avait alors 82 ans. Veuf depuis peu, il cherchait une nouvelle épouse pour s'occuper de sa maison et lui donner peut-être un héritier. Sa première femme, Marguerite, était morte à 45 ans, usée par les grossesses répétées et le travail harassant. « Il a 82 ans, ne vous inquiétez pas », plaisantaient les gens du village quand ils voyaient ma mine déconfite. Ils exagéraient son âge comme pour minimiser l'absurdité de cette union. « Il ne vous embêtera pas longtemps », ajoutait-il avec un sourire entendu. Mais il ne comprenait rien. Auguste Moreau était peut-être âgé, mais sa vigueur et sa détermination restaient intactes. Et sa famille était pire que tout. Le mariage eut lieu un matin gris d'octobre, dans la petite église du village. Je portais la robe de ma mère, retouchée à la hâte. Mes mains tremblaient tant que j'arrivais à peine à tenir mon bouquet de chrysanthèmes. Quand le prêtre prononça les mots fatidiques « Vous pouvez embrasser la mariée », Auguste posa ses lèvres gercées sur les miennes avec une possession qui me donna la nausée. Les villageois applaudirent, mais leurs regards fuyants trahissaient leur malaise. Le calvaire commença dès le soir même. Auguste m'emmena dans la grande maison familiale où vivaient déjà ses deux sœurs, Hortense et Bernadette, deux vieilles filles aigries qui avaient consacré leur vie à servir leur frère. Elles m'accueillirent avec une hostilité à peine dissimulée. « Alors, c'est toi la nouvelle ?» cracha Hortense en m'inspectant de tête en pied. « J'espère que tu seras plus résistante que Marguerite ?» La chambre conjugale était une pièce sombre et froide, meublée d'un lit imposant au matelas défoncé et d'une commode bancale. Les murs suantaient de l'humidité et une odeur de renfermé imprégnait l'air. Auguste ferma la porte derrière nous et se tourna vers moi. Son regard avait changé. La façade respectable du notable du village avait cédé la place à quelque chose de plus sombre, de plus primitif. « Déchiffre-toi », ordonna-t-il de sa voix rauque. Je restai figé, incapable de bouger. Ma mère m'avait bien expliqué les devoirs d'une épouse, mais de façon si pudique et allusive que je n'avais qu'une vague idée de ce qui m'attendait. Auguste s'impatienta et s'approcha de moi. Ses mains rugueuses commencèrent à déboutonner ma robe avec une brutalité qui me fit comprendre que la douceur ne faisait pas partie de son vocabulaire. Cette première nuit fut un cauchemar. Auguste se jeta sur moi comme un animal affamé, sans la moindre tendresse, le moindre égard pour ma peur ou ma douleur. Il me prit plusieurs fois, ignorant mes larmes et mes supplications. Quand il avait fini, il se tourna vers le mur et s'endormit immédiatement, me laissant recroqueviller sur moi-même, le corps meurtri et l'âme brisée. Je pensais que cette violence estomperait avec le temps, que nous finirions par nous apprivoiser mutuellement. Quelle naïveté! Au contraire, Auguste semblait prendre goût à ma soumission forcée. Chaque jour, il trouvait un prétexte pour m'entraîner dans la chambre. Le matin avant de partir au champ, l'après-midi quand il rentrait pour le déjeuner, le soir avant le souper, et parfois même en pleine nuit quand l'envie le prenait. 10 fois par jour, comme je l'ai dit. Peut-être pas exactement, mais c'était l'impression que j'avais. Mon corps n'avait plus de répit. Les sœurs d'Auguste, Hortense et Bernadette, semblaient prendre un plaisir sadique à assister à mon humiliation. Elles ne disaient rien ouvertement, mais leur sourire entendu quand je descendais de la chambre, les cheveux en bataille et les yeux rougis, me faisait comprendre qu'elles savaient exactement ce qui se passait.
Pire encore, elle semblait l'encourager. Auguste a besoin d'un héritier, me disait Hortense en me tendant des tisanes aux herbes amères. Tu dois faire ton devoir d'épouse. Bernadette, elle, se contentait de ricanements et de remarques acerbes sur ma mine défaite. On dirait que tu n'aimes pas la vie conjugale, ma petite. Pourtant, tu devrais être reconnaissante. Mon frère aurait pu choisir n'importe qui. Elles m'ont fait de moi leur prisonnière, c'était la vérité. Non seulement j'étais enchaînée à Auguste par les liens du mariage, mais ses sœurs s'assuraient que je ne puisse jamais m'échapper. Elles contrôlaient mes moindres gestes, mes sorties, mes contacts avec l'extérieur. Quand je voulais rendre visite à mes parents, il fallait leur demander la permission. Quand je recevais une lettre, elles l'ouvraient avant moi. Mes livres, ma seule évasion, furent confisqués sous prétexte qu'ils me donnaient des idées. Les mois passèrent et ma santé se dégradait. Les violences répétées d'Auguste me laissaient souvent avec des bleus, des griffures, des douleurs qui m'empêchaient de dormir. Je maigrissais à vue d'œil malgré les repas copieux que préparait Bernadette. Mon cycle menstruel devint erratique, puis disparut complètement. Le médecin du village, appelé par Auguste qui s'inquiétait de ne pas me voir enceinte, diagnostiqua un tempérament nerveux et prescrivit du repos et des sortifiants. Mais comment se reposer dans cette maison où chaque recoin suintait la malveillance ? Les journées s'étiraient dans une monotonie désespérante. Le matin, j'aidais aux travaux ménagers sous la surveillance vigilante des deux sœurs. L'après-midi, je raccommodais les vêtements ou préparais les conserves. Le soir, après le souper silencieux, Auguste m'emmenait dans la chambre pour assouvir ses pulsions. Et la nuit, je restais éveillée, les yeux fixés au plafond, à compter les heures jusqu'à l'aube. J'avais tenté plusieurs fois de parler à mes parents de ma situation, mais comment leur expliquer l'indicible ? Ils voyaient bien que j'avais changé, que la joie avait déserté mon visage, mais ils attribuaient cela aux difficultés normales de l'adaptation au mariage. « Il faut du temps, me disait ma mère. Ton père et moi aussi, nous avons eu nos moments difficiles. » Si elle avait su. Le curé du village, le père Mathieu, était un homme bon mais naïf. Quand j'allais le voir, cherchant désespérément quelqu'un à qui me confier, il me parla de patience et de soumission chrétienne. Le mariage est un sacrement, ma fille. Les épreuves que Dieu vous envoie sont autant de moyens de grandir en sainteté. Ces conseils, bien intentionnés mais inadaptés, ne firent qu'aggraver mon sentiment d'isolement. L'hiver 1971 fut particulièrement rude. La neige tomba dru dès novembre et nous resta jusqu'en mars. Coupée du monde extérieur, je me retrouvais encore plus à la merci de mes geôliers. Auguste, inactif à cause du mauvais temps, passait ses journées à la maison et multipliait ses assauts. Ses sœurs, elles, semblaient prendre un plaisir malsain à me voir dépérir. Elles avaient cessé tout semblant de politesse et me traitaient ouvertement comme une domestique. « Tu ne sers à rien », me lançait Hortense quand je cassais un plat en le lavant, mes trains tremblants de fatigue et d'émotion contenue. « Marguerite, au moins, elle avait donné 3 enfants à Auguste avant de mourir. Toi, tu n'es même pas capable de tomber enceinte. » Ces mots me transperçaient comme des lames. Comment lui expliquer que mon corps, traumatisé par les violences répétées, semblait avoir cessé de fonctionner normalement ? C'est pendant cet hiver terrible que j'ai failli sombrer définitivement. Un soir de février, alors qu'une tempête rageait dehors, Auguste avait été particulièrement brutal. Il m'avait frappée parce que j'avais osé résister, laissant une marque violacée sur ma joue. Allongée sur le lit, le corps en feu et l'âme en lambeaux, j'ai contemplé la corde à linge qui pendait à un crochet du plafond. L'idée de me pendre m'a effleurée avec une netteté terrifiante. Il aurait suffi de nouer cette corde, de monter sur la chaise, de sauter. Mais quelque chose m'a retenue. Peut-être l'image de mes parents qui ne comprendraient jamais mon geste. Peut-être la colère qui commençait à germer en moi, une rage sourde mais tenace qui me disait que je ne pouvais pas les laisser gagner. Ou peut-être simplement l'instinct de survie, plus fort que tout. Je me suis relevée, j'ai remis de l'ordre dans mes vêtements déchirés, et j'ai commencé à réfléchir, non plus à mourir, mais à vivre, à m'échapper. Julien fut frappé par ma transformation. Le garçon jovial que j'avais connu me regardait avec une inquiétude non dissimulée. « Céleste, que t'est-il arrivé ? Tu as tellement changé. » Sa sollicitude me fit fondre en larmes. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un se souciait sincèrement de moi. Nous eûmes une longue conversation, à l'abri des regards indiscrets, sous le grand chêne qui bordait la propriété de mes parents.
Je ne lui racontais pas tout, bien sûr. Comment aurais-je pu? Mais je lui fis comprendre que mon mariage était un enfer et que je rêvais de partir, de recommencer ma vie ailleurs. Julien m'écouta sans me juger, ses yeux bruns emplis de compassion et de colère contenue. Quand je lui demandai s'il accepterait de m'emmener avec lui à Lyon, il n'hésita pas une seconde. « Je pars la semaine prochaine », me dit-il. « Si tu veux vraiment fuir cette situation, rejoins-moi jeudi soir à la gare de Tarbes. Le dernier train pour Paris part à 23h17. De là, nous prendrons une correspondance pour Lyon. » Cette perspective me galvanisa. Pour la première fois depuis mon mariage, j'avais un but, un espoir. Je commençais à préparer mon évasion avec la minutie d'un général préparant une bataille. Il me fallait récupérer mes papiers, cachés dans le bureau d'Auguste, réunir un peu d'argent et surtout trouver un moyen de quitter la maison sans éveiller les soupçons. Le jeudi fatidique arriva enfin. J'avais prétexté une migraine pour me coucher tôt, espérant qu'Auguste me laisserait tranquille cette nuit-là. Hélas, mes calculs étaient faux. Vers 22h, alors que je me préparais discrètement à partir, la porte de la chambre s'ouvrit brutalement. Auguste entra, le visage rouge par l'alcool qu'il avait bu au café du village. « Où tu crois aller comme ça, habillée ?» gronda-t-il en remarquant que je portais ma robe de sortie et non ma chemise de nuit. Mes papiers et mon maigre pécule étaient dissimulés dans un sac que j'avais caché sous le lit. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il allait l'entendre. J'avais chaud, balbutiai-je. Je voulais aller prendre l'air sur le balcon. » Auguste me regardait avec suspicion, mais l'alcool avait émoussé sa méfiance. Il s'approcha de moi avec cette lueur que je connaissais si bien dans les yeux. « Viens plutôt là, » dit-il en tendant ses mains vers moi. « J'ai envie de toi. » Cette fois, c'était trop. L'idée que j'étais si près de la liberté et qu'il allait encore une fois me violer décupla ma rage. Quand il voulut me saisir, je me débattis avec une violence qui le surprit. « Non !» criai-je. « Plus jamais !» Mes ongles griffèrent son visage, y laissant des traces sanglantes. Auguste rugit de colère et me gifla si fort que je tombai sur le lit. Mais au lieu de me soumettre comme d'habitude, je me relevai et continuai à lutter. La bagarre qui s'ensuivit alerta les sœurs d'Auguste. J'entendis leurs pas dans l'escalier, leurs voix affolées. « Qu'est-ce qui se passe? Auguste, ça va ?» Elles entrèrent dans la chambre au moment où Auguste, fou de rage, me tenait par les cheveux en levant le poing sur moi. Le tableau devait être saisissant. Lui, le visage en sang et l'œil injecté, moi, la robe déchirée et le regard halluciné. Hortense et Bernadette comprirent immédiatement que quelque chose avait changé, que leur petite prisonnière docile s'était muée en lionne. « Elle a voulu me tuer !» hurla Auguste. « Elle m'a attaquée comme une folle !» Les deux sœurs se rapprochèrent, leurs visages déformés par la haine. J'étais cernée, 3 contre 1, dans cette chambre qui avait été le théâtre de tant de souffrances. C'est alors que j'ai pensé à Julien qui m'attendait à la gare. Il était peut-être déjà 22h30, le temps filait. Si je ratais ce train, je n'aurais peut-être jamais d'autre occasion de m'enfuir. Cette pensée me donna une force surhumaine. Je bousculai Bernadette qui se trouvait près de la porte et me précipitai vers l'escalier. « Rattrapez-la !» cria Hortense. « Elle ne doit pas sortir !» Je dévalai les marches 4 à 4 poursuivis par leurs vociférations. Dans le vestibule, j'attrapai au passage la clé de la maison et me ruai vers la porte. Mes tangs tremblaient tant que j'avais du mal à introduire la clé dans la serrure. Derrière moi, j'entendais Auguste qui descendait lourdement l'escalier en jurant. Enfin, la porte s'ouvrit et je me retrouvai dans la nuit froide d'avril. Sans me retourner, je courus vers le portail, l'ouvris et me lançai sur la route qui menait au village. Mes poumons brûlaient, mes jambes flageolaient, mais je ne la rentis pas. Au loin, j'entendais encore les cris d'Auguste et de ses sœurs. Le village était endormi, plongé dans l'obscurité. Seules quelques fenêtres étaient encore éclairées chez les insomniaques ou les malades. Je traversai la place de l'église en courant, mes chaussures claquant sur les pavés. Il fallait que je rejoigne la route nationale où passerait le car qui me mènerait à Tarbes. L'arrêt se trouvait à la sortie du village, près du pont qui enjambait la rivière. Quand j'arrivais, haletante et épuisée, je consultai ma montre. 19h45. Le dernier car était déjà passé. Mon cœur se serra. Comment allais-je rejoindre Julien à temps ? C'est alors que j'entendis le ronronnement d'un moteur. Des phares apparurent au tournant, et je vis approcher une voiture. Par miracle, c'était le docteur Lamotte qui rentrait d'une visite chez un malade. Je me précipitai au milieu de la route, agitant frénétiquement les bras.
Le docteur s'arrêta, surpris de me voir dans cet état. Madame Moreau, que faites-vous là, cette heure-là? Il remarqua ma robe déchirée, mes cheveux en désordre, les marques rouges sur mon visage. Mon Dieu, que vous est-il arrivé? Docteur, je vous en supplie, balbutiai-je. Emmenez-moi à Tarbes, c'est une question de vie ou de mort. Il dut lire quelque chose dans mon regard, car il n'hésita qu'un instant avant de m'ouvrir la portière. Montez, dit-il simplement. Le trajet jusqu'à Tarbes me parut interminable. Le docteur Lamotte, homme discret et bienveillant, ne me posa pas de questions indiscrètes. Il comprenait que je fuyais quelque chose de terrible, et cela lui suffisait. Quand nous arrivâmes devant la gare, il était 23h10. Le train pour Paris était déjà à quai, crachant sa vapeur dans la nuit. « Merci, docteur », murmurai-je en descendant de la voiture. « Vous m'avez sauvé la vie. »« Prenez soin de vous, Céleste, » répondit-il. « Et si un jour vous en avez besoin, sachez que vous pouvez compter sur moi. » Je courus sur le quai, cherchant Julien du regard. Il était là, près du wagon de queue, une petite valise à la main. Quand il me vit arriver, échevelé et essoufflé, son visage s'éclaira d'un sourire de soulagement. « J'ai cru que tu avais changé d'avis, » dit-il en me prenant dans ses bras. « Le train part dans 2 minutes. » Nous montâmes in extremis dans le wagon. Alors que le convoi s'ébranlait lentement, je collai mon visage à la vitre et regardai défiler les lumières de Tarbes. Pour la première fois depuis 2 ans, je respirais librement. J'étais enfin libre. Le voyage jusqu'à Paris, puis la correspondance pour Lyon, se déroula comme dans un rêve. Julien veillait sur moi avec une tendresse infinie, me tenant la main quand l'angoisse me reprenait, me rassurant quand je craignais qu'Auguste ne me retrouve. « Il ne peut plus rien contre toi, » me répétait-il. « Tu es libre maintenant. » À Lyon, nous trouvâmes une petite chambre dans un hôtel modeste du 3e arrondissement. Julien commença son travail à l'usine, tandis que je cherchais un emploi. Ma situation légale était compliquée. Officiellement, j'étais toujours mariée à Auguste Moreau. Mais avec l'aide d'un avocat bienveillant, nous entamâmes mes procédures de divorce. Les premiers mois furent difficiles. L'angoisse me réveillait la nuit, j'avais des cauchemars récurrents où Auguste et ses sœurs me poursuivaient. Mon corps gardait les stigmates des violences subies. J'avais développé une aversion profonde pour le contact physique, même le plus tendre. Julien fit preuve d'une patience extraordinaire, acceptant que notre relation reste platonique le temps que je me reconstruise. Petit à petit, la vie reprit les droits. Je trouvais du travail dans une librairie du quartier, retrouvant enfin cette passion pour les livres qu'on m'avait interdite. Le propriétaire, M. Benedetti, était un ancien résistant qui avait lui-même connu l'emprisonnement. Il ne posa jamais de questions sur mon passé, mais m'offrit un travail et surtout une oreille attentive quand j'avais besoin de parler. L'été 1973 apporta une nouvelle merveilleuse. Mon divorce fut prononcé. Auguste n'avait pas contesté la procédure, peut-être soulagé de se débarrasser d'une épouse rebelle. Ses sœurs lui avaient certainement dû trouver une autre femme à tourmenter. Cette pensée me faisait mal, mais je ne pouvais pas sauver toutes les femmes du monde. J'avais déjà eu bien du mal à me sauver moi-même. Julien et moi nous mariâmes en septembre 1974, dans la plus stricte intimité. Seul M. Benedetti et sa femme furent témoins de cette union basée sur l'amour et le respect mutuel. Nos débuts furent lents et prudents. Il me fallut des années pour accepter pleinement l'intimité physique, pour faire la différence entre l'amour et la violence. Julien ne se découragea jamais, m'aidant patiemment à panser mes blessures intérieures. Nous eûmes 2 enfants, Marie en 1976 et Pierre en 1979. Devenir mère fut une révélation pour moi. Ces petits êtres fragiles et innocents me redonnèrent foi en l'humanité. Je leur appris très tôt l'importance du respect et du consentement, leur expliquant que leur corps leur appartenait et que personne n'avait le droit de leur faire du mal. Les années passèrent paisiblement. Julien fit carrière dans son entreprise, tandis que je dirigeais ma propre librairie. Nous voyagions, nous avions des amis, nous construisions lentement mais sûrement une vie normale. Parfois, le passé ressurgissait sous forme de cauchemars ou d'angoisse, mais ces épisodes s'espaçaient avec le temps. En 1995, j'appris la mort d'Auguste Moreau par un faire-part que m'envoya le docteur Lamotte, resté en contact avec moi au fil des ans. Mon ancien mari était décédé à l'âge de 107 ans, des suites d'une pneumonie. Étrangement, cette nouvelle ne me procura ni joie ni ressoulagement, juste une sorte d'indifférence paisible. Cet homme avait cessé depuis longtemps d'avoir prise sur ma vie. Aujourd'hui, en 2023, je suis une grand-mère de 72 ans entourée de l'amour de sa famille.
Marie est devenue médecin, spécialisée dans l'aide aux femmes victimes de violences conjugales. Pierre est enseignant et milite dans des associations féministes. Mes petits grands-enfants grandissent dans un monde où, je l'espère, de telles atrocités sont moins fréquentes et mieux combattues. Pourquoi ai-je décidé de raconter cette histoire aujourd'hui ? Parce que le silence est le complice de la violence. Parce que trop de femmes se taisent encore, par honte, par peur, par ignorance. Parce qu'il faut que les jeunes générations sachent que ces horreurs ont existé, qu'elles existent peut-être encore et qu'il faut les combattre sans relâche. Mon histoire n'est pas malheureusement unique. Combien de célestes ont-elles vécu l'enfer derrière des portes closes, prisonnières de traditions barbares et de familles complices ? Combien sont-elles mortes en silence, usées par les violences répétées ? Combien n'ont-elles jamais trouvé leur Julien pour les aider à s'échapper ? Si mon témoignage peut aider ne serait-ce qu'une seule femme à briser ses chaînes, alors il aura servi à quelque chose. Car personne, absolument personne, ne devrait avoir à entendre « Il a 102 ans, ne vous inquiétez pas », quand sa vie est en train de se briser. La liberté se conquiert parfois au prix de grandes souffrances, mais elle en vaut toujours la peine, toujours.